Bismillahirrahmanirrahim. Dernièrement, on va voir les formes rares concernant la luxation de l'épaule et qui ne représentent que 5% de ces dernières. On va commencer premièrement par la luxation erecta ou bien la luxation en abduction. Vous voyez là à gauche dans l'illustration. C'est une luxation que vous allez reconnaître vraiment très rarement dans votre pratique médicale. C'est une forme très rare de la luxation de l'épaule. Elle va survenir au cours d'un traumatisme en abduction, ça c'est le terme. La tête, elle est sous la glande, le bras il est en abduction irréductible. Le risque là, bien sûr, c'est les compressions, bien la compression des vaisseaux axillaires, le nerf et les plexus brachial, il est plus élevé qu'une luxation en antérieur. Donc imaginez-vous, luxation en antérieur, elle a du risque. Maintenant cette luxation en abduction avec la tête totalement en bas, bien sûr, elle a une composante de compression majeure. La réduction, elle est très urgente. D'abord, c'est très urgent par rapport à la luxation en antérieur. Elle est obtenue sous anesthésie générale en tirant le bras dans l'axe, puis en adduction. Donc, on va vers le mécanisme inverse. Donc, pour la luxation en antérieur, c'était la rotation externe qui pouvait faire la réduction de cette luxation. Maintenant, là, la composante de cette luxation, c'est en abduction. Donc, on va faire le mécanisme inverse. Une abduction, plutôt une adduction, doit être faite pour revenir ou bien pour faire revenir la tête à sa place au niveau de la glande. Une immobilisation avec un bandage de Velpo s'impose pendant 3 semaines, toujours on répète. Pas plus de 3 semaines, le risque de raideur articulaire, vous allez voir ça dans les prochains cours concernant les fractures, soit du diaphyse, voire les fractures du coude. Le risque de la raideur articulaire, c'est le risque majeur devant toute immobilisation qui dépassera les 3 semaines. Gardez ça en tête. Donc, luxation erecta, très rare, mais gardez-vous en tête, c'est l'adduction en urgence, risque de compression majeure. Ce qu'on va détailler dans cette deuxième partie, bien troisième partie, donc la voilà. Dans l'illustration, la tête, elle est sous la glande totalement bloquée en abduction. Risque majeur de compression du paquet vasculo-nerveux plus qu'une luxation en avant. La troisième luxation qu'on va avoir, qu'on va détailler, c'est la luxation en postérieur de l'épaule. On va baser sur cette dernière. Pourquoi? Parce qu'elle pose un problème diagnostique. C'est très difficile de faire poser le diagnostic d'une luxation postérieure de l'épaule. La symptomatologie, elle n'est pas fruste comme luxation en antérieur. La radiographie, donc vous allez voir que c'est très difficile et elle nécessite un praticien qui est expérimenté pour interpréter une luxation postérieure de l'épaule. Donc le mécanisme, même le mécanisme là, il est rare. Donc là voilà une luxation en postérieur. Donc là voilà, ça c'est la tête qui est en état normal, de sa place normale dans la glande. Maintenant, là, voilà une luxation. Et c'est très difficile de poser le diagnostic. Donc, ça nécessite un praticien bien expérimenté. Donc, la radiographie, elle n'est pas fruste comme une luxation en antérieur. Donc, le mécanisme de ce traumatisme, c'est une chute sur la main. Le bras étant en rotation interne. L'inverse de la luxation postérieure, c'était la rotation externe. Maintenant, là, c'est une rotation interne. Un choc direct antérieur sur l'humérus. Et les luxations postérieures, notez-vous bien ça, peuvent survenir aussi dans des circonstances particulières. Donc, elles sont rares, ils représentent 5% des cas. Pourquoi? Elles surviennent sur ces terrains-là. Donc, soit une électrolocution lors du crise commercial. Donc là, voilà une électrocution. Un patient qui a eu ce choc électrique, il a causé ce mécanisme en rotation interne. Et voilà, le patient il a eu sa luxation postérieure. Ou bien les crises commissurales, les épilepsies, ou bien des électrochocs, comme on a vu précédemment. Un patient qui est en train de souffrir d'un arrêt cardiaque et qui est en train de recevoir un traitement par électrochoc ou bien choc externe pourra avoir comme contraction musculaire secondaire une luxation postérieure. Et c'est pour ça, ces cas-là, heureusement, ils sont rares. Rarement qu'on va noter cette électrocution, voir ces crises commissurales, les épilepsies, ou bien les électrochocs. On les note rarement. C'est pour cela la luxation postérieure, c'est rare. Elle représente, gardez-vous en tête, seulement 5% des luxations de l'épaule. Le déplacement, la tête humérale, elle est déplacée en arrière.
vous voyez là, c'est pas facile de poser ce diagnostic. Elle est déplacée en arrière, la mobilisation est impossible et elle est trop douloureuse. Donc dans ce dernier cas, vous allez voir un patient qui a le bras en adduction, bien en rotation interne qui est irréductible. Dans la radiographie B, si vous allez préciser, ou bien si vous allez observer attentivement, vous allez regarder, ou bien vous allez voir un liseré par les deux os dans la glène et la tête humérale. Donc ils ne sont pas dans le même plan. L'une, elle est superposée à l'autre. C'est très fort, probablement en faveur d'une luxation dans la variété postérieure. Donc, deux variétés. En antérieur, voilà la glène en antérieur. 95% des cas, on est en train de répéter. Soit en postérieur, dans des circonstances particulières. Gardez ça en tête dans vos cas cliniques. Si vous avez les trois notions d'électrocution, crise comiciale, électrochoc, c'est en faveur d'une position bien luxation anormale, luxation mineure, 5% des cas en postérieur. Et voilà l'aspect clinique. Donc un patient qui a la main qui est bloquée en postérieur, en abduction, impossibilité de faire une adduction du bras vers le thorax ou bien vers le tronc. Ça, c'est l'aspect devant une luxation postérieure. Donc, à la palpation, ça va montrer un creux qui est en antérieur, bien sûr. Donc, la tête, elle est postérieure. Donc, on ne va pas noter une tuberosité ou bien une masse à l'antérieur comme la luxation en antérieur. Vous allez noter un creux, donc une vacuité, un creux à l'intérieur parce que la tête, ou bien à l'antérieur parce que la tête, elle est déplacée en postérieur. Donc, elle est faite de façon comparative. Et vous pouvez dire là, voilà. Donc, une tête qui est luxée en postérieur. La radiographie. Donc, la radiographie de face, elle est très souvent difficile à interpréter. On revient à la radiographie. Donc, c'est très difficile de dire qu'il s'agit d'une luxation postérieure. Ça nécessite un praticien expérimenté. Donc, il faut savoir que la luxation postérieure constitue un des pièges les plus classiques dans le diagnostic radiologique. Donc, luxation antérieure, diagnostic facile. Par contre, luxation postérieure, c'est très difficile. Dans ce dernier cas, le scanner, le TDM, il permet de poser le diagnostic dans certains des cas où la radiographie, elle est très douteuse ou bien non contributive totalement au diagnostic. Ce qui caractérise aussi la luxation postérieure, c'est l'existence des lésions associées souvent. Ils sont très fréquentes. Donc, si on vous pose la question, quelles sont les lésions associées devant une luxation en postérieur de l'épaule? Donc, vous allez noter premièrement les encoches céphaliques. Donc, là, voilà une encoche céphalique dans l'illustration. Aussi, des autres fractures ou bien des autres lésions qui vont survenir au niveau du bord postérieur de la glène. Donc, si on vous pose la question, quelles sont les deux complications ou bien les deux lésions associées ou bien en association avec une fracture ou bien plutôt une luxation postérieure de la tête humérale. Premièrement, l'encoche de la tête, bien l'encoche céphalique avec la fracture du bord postérieur due au déplacement de cette dernière. Donc voilà une encoche céphalique bien illustrée. Donc dans la flèche rouge, c'est une fracture ou bien une lésion au niveau de la tête due au déplacement brutal qui se fait en postérieur. Là aussi, c'est indiqué dans votre support une encoche ou bien un fragment qui a été fracturé, perdu lors de ce déplacement postérieur. Et aussi, le bord postérieur n'est pas indiqué dans votre support. Deuxièmement, une fissure ou une fracture, une lésion dans le bord postérieur de la glène. Dernier titre, donc la réduction. Donc la réduction, elle est obtenue par une traction, la voilà dans votre support. Donc une traction à 90 degrés d'abduction et rotation externe. On fait le mécanisme inverse. Elle pourra céder d'une pression postérieure sur la tête si la stabilité est bonne. Donc, il suffit d'une immobilisation simple par un simple bandage de Velpo, s'il s'agit d'une tête qui n'est pas très mobile. Donc, voilà la manœuvre de réduction de luxation postérieure. Voilà le bandage, ou bien dans certains des cas, donc s'il s'agit d'une instabilité, il faut immobiliser par un appareil. Et voilà votre appareil thoraco-brachial. Notez-vous bien ce terme, bien notez-vous bien ces notions. Donc il s'agit d'une abduction à 60 degrés, une rotation externe pendant 4 semaines. Donc si on vous pose la question, quelle est la position
de faire une réduction ou bien d'une immobilisation, d'une contention, d'une luxation postérieure. Donc, s'il s'agit d'une immobilisation ou bien d'une tête qui est stable, simplement un bandage de Velpo comme la variété en antérieur. Mais s'il s'agit d'une tête qui est instable, généralement devant les mécanismes qu'on avait vus précédemment, donc déplacement brutal, donc c'est un ATL ou bien c'est un appareil thoraco-brachial en abduction, on répète, gardez-vous en tête 60 degrés, ça c'est la position meilleure pour avoir une immobilisation ou bien une contention, avec une rotation externe pendant, dans ce dernier cas, pas 3 semaines, c'est 4 semaines. Dans certains des cas, vous pouvez avoir le recours à un plâtre. Voilà, donc plâtre, c'est appareil plâtré ou préfabriqué ou bien un appareil réglable, mais il s'agit de risque d'infection. Comme vous allez voir, c'est pour cela on préfère toujours l'appareil thoraco-brachial en abduction. Donc attention à ne pas fracturer la tête ou le col lors de la réduction. Donc il s'agit d'une luxation en position vicieuse. En cas d'échec, il vous reste que dernièrement le traitement sanglant, c'est la chirurgie. Donc parmi les variétés, vous avez vu en antérieur, pour la luxation en antérieur, une traction soit progressive ou bien directe. Normalement, elle devrait avoir la réduction. La variété en érecta, heureusement c'est rare, le traitement c'est toujours orthopédique, mais la variété en postérieur qui constitue une urgence aussi, faites attention, donc il s'agit d'une indication à la réduction sanglante à la chirurgie lorsqu'il s'agit d'un échec de traitement orthopédique. Donc ça c'est tout pour les luxations, soit en variété antérieure ou postérieure. On a prochainement un cours sur la fracture de la clavicule. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention. Au revoir au prochain cours.